bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver avec notre invité de C'est Politique. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Sainte-Anne avec le maire Christian Baptiste qui aura à cœur certainement de vous adresser ses vœux, mais aussi de répondre à quelques questions concernant la Guadeloupe en général, mais surtout orientées vers sa commune. Christian Baptiste, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, avec plaisir. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors maintenant, je ne sais pas depuis combien d'années vous venez ici pour adresser vos vœux. Ça fait déjà peut-être 6 ans, plus. En tant que maire? En tant que maire, oui, ça fait plus que ça. Donc voilà, vous êtes rodé à cet exercice. Ça fait une vingtaine d'années, je dirais, en fait. Oui, c'est vrai, ça passe très vite. Ouais. Donc, ce soir, vous avez encore l'occasion d'adresser des vœux et il est vrai que 2020 a été une année assez difficile et compliquée. Alors peut-être que ces vœux iront dans un autre sens que l'année dernière. C'est vrai qu'on ne saurait oublier cette année 2020 qui a été marquée par le coronavirus, la Covid-19. Et donc, je voudrais surtout souhaiter à l'ensemble de mes compatriotes, et plus particulièrement les Sainte-Annais et les Sainte-Annaises, une année de prudence pour se préserver, se protéger contre le virus, mais surtout une année avec beaucoup d'énergie physique, mentale, de l'énergie positive pour faire face à toutes les situations. Les années changent, mais les situations demeurent. Elles sont bonnes, elles sont mauvaises. Et donc, par conséquent, ce qui est important, c'est que nous soyons toujours à la verticale pour faire face à toutes les situations et surtout relever les différents défis que nous nous fixons, ou en tout cas que cette société puisse nous fixer. Les années changent, mais est-ce que les hommes changent? Les hommes sont ce qu'ils sont, je dirais. Les hommes, d'ailleurs, pour pouvoir changer une société, il faut que les hommes changent. Connaître l'autre, il faut se connaître soi-même. Changer l'autre, il faut déjà commencer par se changer soi-même. Aller au plus profond de soi, mettre en avant toute cette positivité que nous pouvons avoir. En tout cas, mais l'homme aussi a en lui de la négativité, donc il faut trouver le juste milieu. Je dirais que moi, justement, c'est un vœu que les hommes puissent changer, mais changer, pas changer pour changer, parce qu'il faut rester soi-même, il faut garder son identité, il faut garder sa personnalité, mais changer pour pouvoir effectivement apporter une valeur ajoutée à soi-même, à sa famille, mais aussi à l'ensemble de la société. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un vœu qui pourrait précisément s'adresser à votre territoire? Sainte-Anne, c'est le vivre ensemble. Mais tout à fait, je crois que c'est vraiment l'occasion pour moi, Madame Boissé, justement d'insister sur ce vivre ensemble. Parce que nous avons constaté que sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, il y a une actualité concernant un temps plein doux. Et je dirais que ma volonté, qui est éminemment politique bien évidemment, mais qui est aussi ancrée dans mon ADN en tant que progressiste et humaniste, c'est de valoriser et de préserver toutes les cultures de la Guadeloupe. La culture guadeloupéenne, avec toutes les origines, qu'elles soient européennes, qu'elles soient africaines ou qu'elles soient indiennes. Et donc ce vivre ensemble doit faire aussi appel à l'intelligence collective. Faire en sorte que, je dirais, que nous puissions nous parler, que nous puissions échanger, que nous puissions communiquer, mettre en commun, dans le mot communiquer, à ce mot commun. Et donc, quelles que soient nos origines, et je crois que je voudrais vraiment insister sur cette notion de vivre ensemble. Et Sainte-Anne est vraiment le territoire par excellence où il y a toutes ces origines, justement, pour aller dans ce vivre ensemble, toutes ces origines, toute cette diversité de la culture guadeloupéenne. Alors, comment accepter cette culture guadeloupéenne quand on n'a pas vécu là, quand on n'est pas habitué? On a vu ces histoires de voitures à pain qui klaxonnent. Ça, nous, on a l'habitude d'entendre les voitures à pain qui passent. On a l'habitude d'entendre les coqs qui chantent, etc. Mais comment s'accepter à travers tout cela? Bien évidemment, il faut s'adapter à son environnement. Les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes voyagent.
Mais lorsqu'ils vont dans d'autres pays, ils s'adaptent. Non seulement ils s'adaptent à leurs lois, le droit positif, mais ils s'adaptent aussi à leur identité, à leurs coutumes. Et donc, par conséquent, pour la Guadeloupe, c'est pareil. Et d'autant plus qu'il faut s'adapter sans chercher à changer l'identité, l'âme du Guadeloupéen ou de la Guadeloupéenne, l'âme les us et coutumes de la culture guadeloupéenne. Et donc, il faut s'adapter. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous sommes un territoire qui, à l'origine, a connu effectivement les Arawaks, les Caraïbes, ensuite a connu la colonisation, avec l'apport d'une population africaine à travers les Africains qui ont été réduits en esclavage. Ensuite, avec la reine d'Angleterre qui a permis aux Indiens de venir, de faire cet apport. Donc on a un territoire qui est multiple. Alors on parle de territoire métissé, mais moi je parle de culture guadeloupéenne, d'origine, de diverses origines. Parce que beaucoup de Guadeloupéens ont diverses origines, sont nés en Guadeloupe, mais il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont indiens, il y en a qui sont asiatiques, il y en a qui sont... Voilà. Donc on voit très bien qu'il y a plusieurs couleurs. Mais ce n'est pas une affaire de couleur, c'est une affaire effectivement plus d'identité, et effectivement, on le disait tout à l'heure, et d'homme et d'intelligence de l'homme. Donc je crois qu'il ne faut jamais l'oublier et accepter la culture guadeloupéenne, c'est ça, c'est accepter une identité avec diverses origines, tout simplement parce que nous sommes, je dirais d'ailleurs, lorsqu'on regarde le peuple guadeloupéen, on voit très bien tout de suite, à l'œil nu, qu'il y a une diversité. Cette diversité, elle est riche. Et c'est celle, justement, qui fait, justement, notre richesse et qui devrait d'autant plus nous faire avancer. Lors de vos vœux, vous avez parlé du Covid, vous avez adapté vos vœux à cette situation qui nous a touchés en 2020. Alors là maintenant, il y a une autre phase, c'est cette campagne de vaccination. Alors êtes-vous pour ou contre ? Pour le vaccin ? Pour le vaccin. Je suis pour le vaccin, oui. Oui. Oui, je suis pour le vaccin. Bon, en temps utile, je me ferai vacciner. Vous savez, justement, j'ai un document que j'ai emmené. Alors, on peut le trouver sur Internet. C'est ce document qui est signé par 86 scientifiques antillais, guadeloupéens, d'origine, même s'ils sont sur Paris. 86 avec les plus éminents, professeur Jean-Qui, professeur Romana, et même le professeur Détouche, l'universitaire Détouche. Donc ce sont justement qui expliquent que le vaccin est là pour protéger et que le vaccin peut sauver énormément de vies. Et je sais qu'il y a un certain nombre de défiances. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a effectivement 4 vaccins qu'on a autorisés sur le marché, mais c'est 156 au départ, 156 vaccins qui ont été étudiés dans une phase clinique 1, et à la phase clinique 2, on est passé à 20, à la phase clinique 3, on est passé à 13, et il y en a 4 qu'on a autorisés à circuler effectivement sur le marché. Est-ce que les 4 se valent ? Elles sont valables en tout cas, ouais. Scientifiquement et cliniquement. Un vaccin n'a jamais tué, bien au contraire, un vaccin est là pour protéger. Et dans l'histoire, il y a beaucoup de vaccins qui ont éradiqué certaines, la diphtérie, la rubéole ou autres, qui ont éradiqué un certain nombre de maladies. Donc le vaccin est là pour protéger. Je crois que faisant confiance à ces universitaires, à ces scientifiques bien évidemment, à 90%, c'est un vaccin qui va sauver des vies. Donc c'est pour cela que je suis pour ce vaccin. Ouais. Alors on n'a pas beaucoup de recul puisqu'on vient de débuter cette campagne de vaccination. Mais quelque part, les scientifiques disent que ça ne peut pas faire de mal. Non, mais je voudrais dire surtout que le vaccin, en réalité, ce n'est pas en une année qu'on a travaillé dessus. Ça fait plus d'une vingtaine d'années. Parce qu'en fait, c'est les coronavirus. Le coronavirus, je veux dire que ce virus... Il y a des déclinaisons. Existait depuis très, très, très longtemps. Depuis 2003. 2003, il y a eu la maladie à Hong Kong. Il y a eu 2003... 2013, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années que des scientifiques travaillent dessus. Et bien évidemment, lorsque cette épidémie est arrivée, donc ça s'est accentué avec la mobilisation d'autant plus de scientifiques, d'autant plus de la communauté internationale. Donc en fait, c'est un travail qui avait déjà commencé sur
particulièrement sur ce virus. Et donc, par conséquent, ce n'est pas du jour au lendemain comme ça que, et bon, évidemment, nous avons de nouvelles technologies. Alors, avec quand même des déclinaisons, c'est pour ça qu'on a le 19, Covid-19, et peut-être à la 19e génération. Oui, voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Donc, vous avez bien dit. Donc, effectivement, il y a eu plusieurs déclinaisons à cet effet. Donc, je voudrais simplement dire, et puis sur l'efficacité de ce vaccin, c'est vrai que c'est un vaccin qui protège de la maladie, à 90% qui protège de la maladie. Et bien évidemment, il y a des vaccins effectivement qu'il faut bien évidemment renouveler. Peut-être que ce vaccin, il va falloir peut-être à nouveau le prendre, mais en tout cas, à 90%, c'est un vaccin qui protège, qui prémunit, de façon préventive, qui nous empêche effectivement d'avoir cette maladie. Parce qu'un vaccin, bien évidemment, est là, je dirais, pour protéger, mais pas pour tuer. Et voilà, donc c'est ce qu'il faut bien retenir. Donc c'est une affaire, je pense qu'il faut faire confiance à la communauté scientifique. Alors pourquoi cette peur du vaccin, selon vous? Tout simplement parce que, alors c'est ce que j'invite à mes compatriotes d'aller se documenter. Bien évidemment, je ne suis pas scientifique, mais j'ai fait quelques lectures, j'ai fait quelques recherches, j'ai quand même lu. Alors, il y a beaucoup d'informations qui sont des fake news à travers les WhatsApp. Comment faire le tri? À travers les WhatsApp, à travers, je dirais, les réseaux sociaux. Et le plus souvent, on ne cherche pas à se documenter. Et donc, on y prenne. Alors, évidemment, aujourd'hui, le vaccin, c'est en priorité pour les personnes âgées, plus de 75 ans. On parle du personnel de santé qui ont plus de 50 ans. Donc, il y a des priorités, bien évidemment, sur ce vaccin. Mais je tiens à rappeler qu'il y a plus d'une dizaine de millions de personnes qui se sont fait vacciner. Bon, en Chine, c'est 4,5 millions. Aux États-Unis, c'est 4,4 millions. Au Royaume-Uni et en Israël, c'est autour de 1 million. En France... ouais, c'est bien moins que ça. il y a cette peur-là c'est très peu. Donc il y a effectivement très en retard. Donc par conséquent, je crois que... Moi, je voudrais simplement dire, et je le dis, il y a ce document, il y a quand même 86 scientifiques qui ont signé ce document. Voilà, donc j'invite l'ensemble des Guadeloupéens quand même déjà, qui donnent des réponses scientifiques et pédagogiques. Mais n'est-ce pas cette peur, Christian Baptiste, n'est-ce pas parce que cette crise a été peut-être un petit peu moins bien gérée en France que dans d'autres pays? Alors, deux choses, deux éléments. Le premier élément, c'est qu'un vaccin n'a jamais tué. Est-ce que vous avez entendu un vaccin tuer? Un vaccin, dans l'histoire? Jamais. Deuxièmement, le vaccin est un élément qui vient pour éviter la propagation du virus, la contagion du virus. Ça veut dire que déjà, nous devons continuer à respecter les gestes barrières. Le masque, le port du masque, la distanciation, se laver les mains. Donc nous devons continuer à respecter les prescriptions sanitaires. Bon, concernant la gestion, évidemment, je ne vais pas revenir dessus. Je crois qu'ici, même sur le plateau, j'ai eu l'occasion d'en discuter. Évidemment, il y a eu des tâtonnements à droite et à gauche. Ici, même en Guadeloupe, s'il y avait une décision ferme de fermer les frontières, et notamment avec cette affaire de croisière, on n'aurait peut-être pas eu beaucoup de virus. Regardez dans la Caraïbe. Très peu de pays de la Caraïbe, effectivement, ont eu ce virus. Même en Haïti, où on craignait énormément. Donc c'est une affaire, effectivement, de protection. Évidemment, lorsque les frontières sont ouvertes, ça peut poser problème. Et je crois que pour la Guadeloupe, ça a été un peu le cas. Les dispositions restrictives en matière de rentrée sur le territoire n'ont pas été prises. Et qui fait que, on a eu, effectivement, le résultat que nous avons. Mais restons bien sur le fait que nous devons respecter les prescriptions sanitaires. Et le vaccin est un élément, en plus, qui vient pour sauver des vies. Le vaccin est là pour sauver des vies et non pour enlever des vies. Moi, je n'ai jamais vu un vaccin qui enlève des vies. Et même sur les effets indésirables, là où je me suis documenté aussi,
ce sont des effets indésirables un peu de fièvre, un peu de petit peu fièvre, mal voilà, à un l'école. peu de rougeur, là on a, voilà, vous vous êtes documenté aussi. Ah, je ne me suis pas fait vacciner. Non, vous êtes documenté. Oui, je ne suis pas vacciné non plus. Je sais un peu comment ça fonctionne. Voilà, mais un vaccin, voilà. Oui. Le préfet ne s'est pas encore fait vacciner non plus. Il y a même des personnels de santé, même à l'ARS, bien placés, qui ne sont pas, pour ça ne seraient tardés. Donc je pense que voilà. La directrice de l'ARS a été vaccinée, oui. Le directeur du SACHU. Oui, bien sûr, ils sont en première ligne. Oui, voilà. Oui, on les a vus à la télé. C'est un fait. Mais je pense qu'il faut, franchement, il faut bien se documenter. Lorsqu'on parle du vaccin, il ne faudrait pas répéter ce qu'on aurait entendu, ou même sur les médias d'ailleurs, ou encore ce qu'on aurait lu ou entendu sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut vraiment et aller vers aussi des spécialistes. Et d'ailleurs, je suis même pour qu'il y ait une antenne avancée sur Sainte-Anne, pourquoi pas, parce que il y a un centre qui est intéressé, il y a un centre de santé qui s'appelle Allo Santé, je crois, et qui est intéressé. Et donc, j'ai pris contact avec l'ARS d'ailleurs à ce sujet. Oui, absolument. J'ai pris contact avec l'ARS. J'ai eu la numéro 2 de l'ARS, qui est guadeloupéenne, qui est médecin, et qui m'a donné ce terme d'information, et qui sont aussi intéressés. Ils vont envoyer un document au maire pour expliquer ce que c'est que ces antennes avancées. Enfin, je dis antennes avancées, bon, c'est peut-être un autre nom que je ne me rappelle pas, mais sous-entendu, où certaines personnes, notamment qui sont âgées ou à mobilité réduite, pourront se faire vacciner dans la proximité. Donc, on va adresser aux maires les conditions dans lesquelles que cela pourrait se faire. Et à ce moment-là, les maires aussi pourront intervenir. En tout cas, je sais que sur Sainte-Anne... En tout cas, c'est un dossier, on va dire aujourd'hui, qui intéresse les élus, les maires notamment. Et on peut dire que vous êtes emparé de ce dossier et vous voulez le faire avancer. Oui, et pourquoi ? Parce que plus nous aurons effectivement cette contagion, cette épidémie, et qui joue sur l'économie, qui a ralenti l'économie, qui a ralenti la croissance, avec un impact social, avec des fermetures d'entreprises. Qui dit fermeture d'entreprises, donc dit chômage. Qui dit chômage dit crise sociale. Et qui dit crise sociale, dit effectivement augmentation de la précarité sociale. Donc c'est pourquoi nous, responsables politiques, et en tout cas moi, je dis qu'effectivement, il faut tout faire pour se protéger contre cette maladie, parce que, concernant le vaccin justement, si on y va, on peut dire que décemment, on pourrait effectivement s'éloigner, ou en tout cas faire éloigner la maladie. Mais si on ne fait rien, on reste peut-être simplement au geste barrière, peut-être qu'on aura cette contagion jusqu'en 2023. Donc c'est ça aussi l'objectif. Pour un développement du territoire, voilà. Il faut absolument passer par là. Exactement, il faut absolument passer par là. C'est vrai qu'on a vu, il y a 400 000 touristes qui ont débarqué. Là aussi, c'est vrai qu'on dit... 40 000 ou 400 000 400 000, excusez-moi. 40 000 touristes 400 000 touristes. Qui ont débarqué en Guadeloupe Alors, j'ai un doute, en fait 400 000 ou 40 000. 40 000. 40 000, pas 400 000, 40 000 qui ont débarqué, effectivement. 40 000 touristes, autant pour moi. Mais effectivement, c'est vrai qu'on a été quelque part précautionneux. Mais néanmoins, et moi à Sainte-Anne, j'ai effectivement lancé un appel pour que tous ceux qui viennent, et y compris nous, qui sommes sur le territoire, de respecter les gestes barrières. Bon, c'est vrai que, pourquoi j'ai parlé des touristes? Parce que tout simplement, on aurait pu dire, non, on ne veut pas avoir de touristes. Mais c'est vrai que lorsque je discute avec les loueurs de voitures, je discute avec les hôteliers, les restaurateurs, eh bien, ça a permis de faire... de rattraper un petit peu par rapport aux pertes de l'année 2020. Peut-être pas rattraper, mais en tout cas, ça a permis de faire repartir, ou en tout cas, d'avoir quand même des recettes qui puissent au moins payer les charges fixes. Et donc, mais parallèlement aussi, nous devons faire attention. Ça ne veut pas dire aussi que, qu'à tout vent, on ouvre les frontières et qu'on ne prenne pas les dispositions. Donc, parallèlement, je dis deux choses. La première, c'est que, oui, nous devons faire en sorte pour nous protéger au maximum, parce que, deuxièmement, il faut quand même que l'économie puisse redémarrer, et donc il faut trouver ce juste milieu. Et donc, le plus rapidement qu'on sortira de ce contexte sanitaire avec ce virus, eh bien mieux l'économie devrait se porter. Mais pour cela, on doit tous faire des efforts et tous respecter les prescriptions sanitaires.
tous avoir confiance. Avoir confiance en la communauté scientifique. Bien, maintenant nous passons à une autre question. Cette structure unique de l'eau, Christian Baptiste, on en parle depuis des années. Le 31 décembre, le ministre des Outre-mer est venu ici en Guadeloupe. Alors, avez-vous salué cette venue? Pas particulièrement, je n'ai pas été déjà ça ne vous a pas intéressé plus que ça? Mais convié, non pas plus que ça. Hein. Je pense que le ministre est venu passer les fêtes de fin d'année. Je pense qu'il est plus venu passer ces fêtes de fin d'année, plus particulièrement à Saint-Martin-et-Lumi. Bon, je pense que c'était plus ce voyage, je dirais, de complaisance qu'un voyage de travail le 31 décembre, 1er janvier, excusez-moi. Hein. Donc, par conséquent, non, franchement, ça ne m'a pas plus interpellé que cela, véritablement. Ouais. Alors, il a profité quand même pour parler de l'eau et dire que maintenant, je traduis et ça suffit, il va falloir donner des dates pour la dissolution du SIAG notamment, et puis que ce dossier puisse avancer. Alors, on a parlé de la voie législative, sinon il faut que les élus se mettent d'accord. Alors, comment vous positionnez-vous par rapport à tout ça? Mais je vais répondre une énième fois. Ce n'est pas la première fois que vous me posez la question. Mais là, les choses avancent. On voit que l'État se positionne de plus en plus et dit, écoutez, stop, arrêtez. Alors, moi, j'ai toujours dit, et ça effectivement, depuis 2009, effectivement, le LKP l'a dit, mais moi, en tant que responsable politique, j'ai toujours été pour une structure unique et une décision qui est prise entre les élus guadeloupéens. J'ai toujours déploré cela. Et donc, vous savez très bien que j'ai joué un rôle assez actif, notamment lorsque j'étais premier vice-président de la communauté d'agglomération. Et je crois que cette position que j'affiche continue à travers effectivement les différents présidents de PCI, en grande majorité. Alors j'ai constaté qu'effectivement qu'il y a eu, vous savez, nous au niveau du PPDG, je fais partie du PPDG, dans nos travaux, on a toujours parlé de domiciliation du pouvoir. C'est-à-dire nous sommes pour une évolution institutionnelle, statutaire, enfin, on s'adaptait effectivement aussi à l'évolution de la population. Mais en tout cas, nous sommes pour une domiciliation du pouvoir. Bon, peut-être avec des étapes. J'ai constaté aujourd'hui qu'il y a une domiciliation du discours, que ce soit du président Chalus, et j'ai même entendu sur les réseaux aussi le président Losbar disant que non, mais nous n'avons pas, il n'y a aucun sens qu'il y ait une disposition, des dispositions législatives qui puissent venir nous obliger à mettre en place une structure unique. Mais je trouve ça très bien. Donc, vous voyez, je parlais d'étapes de l'évolution pour la domiciliation du pouvoir déjà. Bon, ce discours domicilié, je pense qu'il est important. Et donc, par conséquent, donc ma position aujourd'hui, elle n'a pas varié. Et je constate que, elle est portée par, en tout cas, ceux qui sont en charge de faire en sorte que nous puissions réussir cette structure unique. Moi, deux choses que je voudrais dire concernant cette structure unique. C'est que, premièrement, il faudrait faire en sorte que les usagers puissent être représentés. Parce que je pense qu'ils l'ont suffisamment dit. Ça, c'est prévu normalement dans ce qui a été... Et deuxièmement, effectivement, décidé. Que les emplois soient sécurisés. Alors, quand je parle d'emplois sécurisés, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les salariés puissent avoir sécurisé autour de la formation, autour des départs à la retraite, autour de dispositions de départ volontaire. Voilà. Donc, c'est ce que j'appelle que les emplois soient sécurisés. Et dans cette gouvernance, bien pourquoi pas, puisque pourquoi pas qu'il y ait effectivement une nouvelle génération qui puisse très large d'usagers, de personnel, d'élus, et voire même peut-être enlever les indemnités de cette structure nouvelle pour permettre justement de bien montrer qui est guadeloupéen et qui veut faire en sorte que l'eau puisse, de régler le problème de l'eau. Bon, moi, en tant que maire, c'est volontairement, je me suis positionné pour bien être au plus près de la réalité et évidemment c'est un sujet que je vois et que je maîtrise, mais à aucun moment
Au siège, je ne demandais à être ni président, ni vice-président pour percevoir des indemnités. Et même là encore, j'y suis. Et donc, je n'ai demandé aucun poste, ni être à la commission d'appel d'offres. Voilà, c'est simplement être effectivement dans cette structure pour bien suivre et porter l'idée, ou en tout cas porter les revendications. Parler du SIAG. Oui, du SIAG, des usagers. Donc voilà un petit peu ma position, elle est claire, elle est nette, le SIAG, elle est précise. On va dire, c'est une structure qui ne vivra pas très longtemps, apparemment. Le ministre des Outre-mer a dit qu'il viendra en février pour qu'il y ait un calendrier, et surtout un calendrier de dissolution du SIAG. Moi, j'ai toujours... nous, parce qu'il y en a d'autres aussi qui disaient qu'avant qu'il y ait dissolution du SIAG, il faut justement que cette structure unique puisse voir le jour pour qu'il n'y ait pas de, je dirais, de temps, enfin en tout cas qu'il n'y ait pas de période transitoire. Et d'ailleurs, on a essayé de tenter avec SPL, qui est au bas à l'eau, et maintenant on voit qu'on recule au fur et à mesure, parce que l'idéal, effectivement, c'est qu'on passe du SIAG à la structure unique. Alors, on n'entend plus trop le président de la Riviera du Levant. Est-ce de votre fait? Est-ce de mon fait? On l'entend plus trop. Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Je pense que le président de la Riviera du Levant, il est quand même aussi maire. Donc, je pense qu'il a pas mal d'occupations aussi dans sa commune. Et donc, c'est peut-être du fait, de ses occupations sur le gosier. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas de mon fait. Pas de votre fait. Non, pas du tout. Ça se passe bien entre vous? Mais nous sommes des élus, démocratiquement, aux élections municipales et communautaires. Donc, il est maire, je suis maire. Voilà. Vous êtes condamnés à travailler ensemble? Pour l'intérêt général, bien évidemment. Nous sommes condamnés à travailler pour l'intérêt général, même si parfois je m'interroge sur certains comportements, sur certaines méthodes, voire sur certains fonctionnements qui ne sont pas forcément les miens et qui, dès lors que ça ne correspond pas effectivement à mes méthodes, mes pratiques, bien évidemment, j'exprime mon opposition, bien évidemment. Mais ce qui est important, lorsqu'on représente le peuple, et ce pour lequel on a été élu, parce qu'on s'est adressé au peuple, sauf si on a menti au peuple, ça c'est encore plus grave. Mais on a été élu, donc il faut respecter les engagements que nous avons devant le peuple. Alors dites-moi rapidement, les prochaines élections, qu'elles soient régionales ou départementales, alors est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous serez au combat? Est-ce que vous serez tête de liste? Comment vous vous positionnez, puisque c'est dans pas trop longtemps? Alors, je me suis exprimé déjà dessus à plusieurs reprises en disant que je suis dans un parti, le PPDG, et que ce parti, évidemment, qui mérite d'être dynamisé, redynamisé. Donc, j'ai ce mandat de pouvoir discuter sur les élections départementales et régionales. Donc évidemment, je serai au combat, je vais faire valoir mes idées progressistes et humanistes, c'est clair, au nom évidemment du parti, mais aussi de la force d'action pour le rassemblement et le développement de Sainte-Anne. Donc ce sont des élections qui, de toutes les façons, que ce soit les élections régionales, donc c'est quasiment, on le voit, avec un homme et la population. On a vu toutes les dernières élections qui se sont passées, que ce soit depuis l'époque de Michel Chevry, de Victorin Lurel ou d'Harry Chalus. On a vu que c'était Alors on a beaucoup entendu dire que vous seriez tête de liste pour les élections régionales, que vous avez le soutien, par exemple, du PS, de Victorin Lurel. Alors est-ce qu'il n'y a rien de vrai dans tout cela? En tout cas, il n'y a rien qui a été décidé. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas eu d'échange et de discussion sur une telle décision. Aujourd'hui, je dis que je suis mandaté pour pouvoir échanger, discuter. Il faut savoir, et je le dis très clairement, que ma démarche, dans un premier temps, ce n'est pas dans cette démarche-là de dire qu'il faut déboulonner, il faut déchouquer qui que ce soit. Ce qui est important, c'est pour quel projet, pour quelle vision. Il y a des sujets qui sont très importants sur le territoire. Évidemment, on a parlé de l'eau, le transport, qui est d'une compétence régionale, les problèmes effectivement sociaux. J'ai parlé de précarité sociale d'ailleurs. Forcément, le contexte sanitaire a un impact sur la dégradation économique et il y aura effectivement des problématiques et notamment la pauvreté. Donc ça, c'est le département. Vous serez fixé d'ici combien de temps? Mais le temps qu'il faudra. Aujourd'hui, ce qui importe pour moi,
c'est d'entendre les Guadeloupéens sur les différents sujets. Évidemment, je ne pouvais pas toutes les énumérer, mais sur les différents sujets, dans un premier temps, sur le problème aussi du changement global, par exemple. Notamment, nous connaissons une érosion des côtes. Je suis bien placé à Sainte-Anne pour le savoir. Les problèmes des pêcheurs, des agriculteurs. Donc, tous ces sujets-là, ma démarche aujourd'hui, c'est d'entendre et de discuter un peu avec tout le monde, et même avec certains responsables politiques. Donc, par conséquent, le choix viendra en temps utile, et j'aurai un choix à faire entre départements ou région, bien évidemment. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est important d'entendre et d'écouter ce que veut le peuple guadeloupéen, en tout cas, pour dégager une vision, dégager un programme. Parce qu'en général, je me rappelle quand je me disais en politique, évidemment, on va venir pour faire qui projet, qui programme. Donc avant de parler de combinaison de politique politicienne, il est important d'abord de savoir quels sont les sujets et comment on va les aborder, comment on va les traiter. Christian Baptiste, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission, mais j'aimerais vous poser une dernière question qui va introduire la prochaine émission que j'aurai avec vous, puisqu'il faudra développer cette fois sur la commune exclusivement, voir un petit peu les grandes orientations. Alors, pour ce début d'année, que pouvez-vous dire rapidement les grandes priorités sans forcément les développer, mais qu'on puisse savoir où s'il y a une grande priorité? Il y en a deux. La première, c'est effectivement le rétablissement de la situation budgétaire que nous devons maintenir, bien évidemment. En vous appuyant sur le rapport de la Chambre régionale des comptes? Tout à fait, parce que nous aurons un dernier contrôle de la Chambre. Parce on va y revenir. Il ne faut pas oublier que nous avons voté notre budget 2020 en équilibre et avec un léger excédent sur le compte administratif 2019. Donc nous allons voter en mars et notre compte administratif et notre budget. Je pense que les premières estimations font que nous aurons encore un excédent et notre budget sera en équilibre. Mais il faudra maintenir cette rigueur, c'est-à-dire maîtriser nos dépenses et optimiser nos recettes avec l'ensemble de nos partenaires, départements, régions, l'État, les fonds européens. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la transformation de notre administration. Aujourd'hui, avec l'ensemble des collaborateurs, j'ai donné mission à une équipe de pouvoir aller vers une transformation de cette administration pour répondre au mieux à l'attente de nos contribuables, enfin de nos concitoyens qui sont contribuables, usagers, qui sont évidemment électeurs, et donc pour moderniser. La modernisation, évidemment, c'est pas chose facile parce qu'on est amené à changer des habitudes, mais des habitudes qui datent de 20, 30 ans, 40 ans. Hein. C'est ça. Et donc dès lors qu'on change certaines habitudes, forcément, ça peut heurter. Mais en fait, selon le sondage, il y a une volonté justement d'aller vers cette transformation, mais c'est une transformation qui doit être méthodique pour pouvoir optimiser, bien évidemment, la qualité du service public. Ça, c'est la deuxième priorité, optimiser la qualité du service public à travers la transformation. Alors, ce n'est pas chose facile, je le dis très clairement, c'est un défi, mais nous voulons vraiment jeter ces bases et bien évidemment aller vers cette transformation, non seulement de l'administration, mais aussi de Sainte-Anne pour pouvoir répondre à la mise en œuvre des équipements structurants, des grands équipements structurants, les écoles, les équipements pour la jeunesse, pour le sport, et aussi pour l'aménagement du territoire, le port, la plage, voilà, l'amélioration de l'habitat, enfin des zones, la résorption de l'habitat insalubre. Mais j'aurai l'occasion de développer ici dans une prochaine émission. C'est une vaste ambition qui s'étale sur une trentaine d'années de toutes les façons. Je me ferai tirer un petit peu plus les oreilles, mais juste en quelques mots, est-ce qu'on peut prévoir une augmentation des impôts? Parce qu'en général, à Sainte-Anne, c'est ce que la population... Non, pas du tout. Pas du tout. Pas d'augmentation. Pas d'augmentation d'impôts. Alors, pas d'augmentation d'impôts concernant la ville de Sainte-Anne. Oui. C'est clair, de taux, je veux dire. C'est clair, c'est net. Pas d'augmentation d'impôts concernant la ville de Sainte-Anne. Et j'insiste là-dessus, parce que... j'insiste là-dessus parce que parfois, parce que sur une feuille d'impôt, il y a d'autres taux qui peuvent être de l'agglomération, qui peuvent être du département de la région. Effectivement, il peut y avoir des taux qui augmentent, mais tout de suite on dit que c'est mais là. Donc je dis, mais là, pas qu'à augmenter impôt. Ça clair là. Mais là, pas qu'à augmenter impôt. Merci Christian Baptiste d'être revenu sur ce plateau. Nous nous retrouvons vendredi avec un autre invité. Excellente soirée à tous. Merci.